Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Au sommaire de cette édition, le gouvernement togolais a récemment lancé un nouveau programme d'assistance destiné aux personnes vivant avec un handicap. Ce projet mis en place par le ministère de l'Action sociale vise à améliorer l'insertion professionnelle de ces personnes. On y revient. Et puis bien qu'il existe au Togo une loi interdisant les mutilations génitales féminines, y compris l'excision, cette pratique perdure au sein de certaines communautés, suscitant des inquiétudes tant au niveau local qu'international. Au-delà de nos frontières, la crise politique au Sénégal, 2 personnes ont été tuées lors des manifestations en réaction au report des élections présidentielles. Le parti au pouvoir appelle au dialogue national, d'autres précisions dans un instant. Et puis des milliers de personnes fuient les violences dans l'est de la République démocratique du Congo pour se réfugier à Goma alors que les combats entre le M23 et l'armée de la RDC s'intensifient. Au moins 150 000 personnes ont fui en une semaine et plus de la moitié sont des enfants. Le Togo a gagné une place au classement 2023 de l'indice de la perception de la corruption dans le monde. De 127e en 2022, il est passé à 126e en 2023. Aussi, selon ce nouveau rapport, la corruption a connu globalement une hausse au cours de ces dernières années. Le récit de Kofi Kligé. La corruption prospère dans le monde entier. C'est la remarque générale faite par Transparency International, une organisation qui édite chaque année un rapport sur l'état de la corruption dans le monde. Pour ce nouveau classement des pays selon leur corruptibilité, le Togo a gagné une place par rapport au classement de l'année précédente. En 2023, le Togo est classé 126e sur 180 pays évalués au cours de l'année. En 2022, son classement est de 127 sur 180. Au cours de l'année 2023, le Togo est arrivé à rassembler un total de 31 points sur 100. En Afrique, les résultats sont mitigés. Au moment où certains pays évoluent dans leur combat contre la corruption, d'autres régressent. Cependant, la plupart des pays africains stagnent et le score global de la région reste faible. Les plus hautes performances sont réalisées par les Seychelles, le Cap-Vert et le Botswana. Les scores les plus faibles sont détenus par la Somalie, premier pays le plus corrompu d'Afrique, suivi du Soudan du Sud et de la Guinée équatoriale. Sur le plan mondial, le Danemark garde sa position de leader en termes de lutte contre la corruption. Il est suivi par la Finlande. Parlons éducation à présent. Le ministre de l'Éducation a récemment émis un arrêté fixant le nombre maximal de candidats par centre décret pour les examens nationaux. De plus, il a insisté sur la nécessité que ces centres soient situés à proximité des candidats. D'autres précisions dans ce qui suit. Même si d'aucuns se plaignent de la pluralité des décrets ministériels au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nombre d'entre eux contribuent au bien-être des apprenants. Les dernières dispositions concernent la création des centres d'écrit, que ce soit pour l'examen du CEPD, du BEPC, du Bac 1 et du Bac 2. Selon le nouvel arrêté du ministère en charge de l'enseignement, le nombre total de candidats dans un centre d'écrit ne peut excéder 250 élèves. Cependant, si le centre d'écrit est composé de 2 groupes scolaires, le nombre total de candidats exigé est de 500 élèves. Une nouvelle particularité de ce décret est la prise en compte de la proximité des candidats des centres d'écrit. Selon le ministère de l'Éducation, je cite, « La distance à parcourir par le candidat le plus éloigné du centre d'examen ne doit dépasser 8 km. Autrement, on procède à la délocalisation du centre d'examen lorsque des obstacles naturels tels que les cours d'eau, les reliefs escarpés ou des contraintes physiques, notamment les inondations, la dégradation des voies d'accès, rendent difficile l'accès au centre. Par ailleurs, l'arrêté ministériel autorise la création de centres d'écrit annexes. Ceci tiendra compte de la proximité du centre d'écrit principal et du nombre de candidats à y installer. Bien que la loi du 17 novembre 1998 prohibe toute forme de mutilation génitale féminine au Togo, cette pratique, notamment l'excision, perdure au sein de certaines communautés. Maintenue dans la clandestinité, cette pratique suscite l'indignation des associations et de la communauté internationale qui s'efforcent de mettre un terme à ce fléau d'ici 2030. D'autres précisions avec Bernard Candy.
Au cours des 30 dernières années, la prévalence des mutilations génitales a diminué à l'échelle mondiale. Mais au Togo, cette vieille tradition violente contre la femme n'avait pas complètement disparu. Face aux mesures législatives l'interdisant sous peine de tomber sous le coup de la loi, certains parents et praticiens continuent de développer d'autres stratégies pour ne pas se faire repérer. À en croire le réseau des femmes et développement RFD, certaines femmes, lorsqu'elles ont des filles à exciser, traversent nos frontières à l'insu de tout le monde. Les foyers les plus praticiens du phénomène se trouvent dans la région des Savanes et plus précisément dans les préfectures frontalières avec le Burkina Faso et le Bénin. Aussi, la région de la Kara, la région centrale et la préfecture d'Aguenivé dans la région maritime sont des poches de recrudescence des mutilations génitales féminines avec un accent dans les communautés musulmanes. En 2022, une enquête menée sur l'étendue du territoire montre qu'il y a une prévalence de 15% en matière de mutilation génitale féminine. Le gouvernement met en place un nouveau programme d'assistance pour les personnes en situation de handicap lancé par le ministère de l'Action sociale. L'initiative consiste à améliorer les conditions de vie et d'insertion sociale de ces personnes. Plus de détails dans ce qui suit. L'insertion socio-professionnelle des prisonniers est un problème majeur auquel les associations de défense des droits de l'homme et le gouvernement cherchent à trouver des solutions. Mais bien loin des prisonniers, une autre catégorie de personnes a de la peine à s'insérer sur le plan social et professionnel. Il s'agit bien des personnes en situation de handicap. Selon que le handicap soit physique, mental ou psychique, les victimes, chacune, en ce qui la concerne, a de la peine à avoir une formation adéquate, une même chance que les personnes non handicapées sur le plan d'opportunités de travail et sur le plan de l'insertion professionnelle. Ainsi, pour donner une meilleure chance aux personnes handicapées, un projet a été lancé en fin de semaine dernière par le ministère de l'Action sociale. Financé par l'État togolais, ce projet vise à améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec un handicap et en même temps faire quelque chose pour leur autonomisation. Concrètement, le gouvernement togolais a ciblé quelques personnes vivant avec un handicap. Ces dernières seront mises en apprentissage pour une durée de 3 ans. À la fin de leur apprentissage, une aide à leur installation leur sera aussi accordée. Le projet d'aide inclut également des aides techniques pour faciliter la mobilité des personnes handicapées. Depuis l'annonce du report de l'élection présidentielle au Sénégal, les manifestations s'intensifient et touchent maintenant plusieurs villes du pays. Vendredi, lors des manifestations, 2 jeunes de 22 et de 23 ans ont perdu la vie. D'autres précisions dans ce reportage. Les jeunes hommes qui l'aident à marcher semblent ne pas y croire. C'est une balle réelle qui a atteint au ventre Modou Gueye, 23 ans. Ce marchand ambulant se trouvait à Colobane vendredi avec son frère, qui témoigne. Je jure, et Dieu m'est témoin, que nous ne manifestions pas. S'il avait jeté des pierres, je l'aurais dit. S'il avait brûlé des pneus, je l'aurais dit. Dieu nous l'a repris. Mais je jure au nom de Dieu qu'il ne faisait pas ça. Ils l'ont tué injustement. Ce garçon est innocent. Lui assure avoir vu un homme en uniforme tirer sur Modou, qui est mort des suites de ses blessures dans la nuit de vendredi à samedi. L'information n'a pas été confirmée par les autorités. Il est la seconde victime connue des manifestations de vendredi au Sénégal. Car un étudiant est mort également à Saint-Louis dans le Nord. Une enquête a été ouverte. Partout dans le pays, les rassemblements ont été dispersés par les forces de sécurité. Macky, ça suffit. Nous voulons la paix. Nous en avons assez. Nous ne voulons pas de violence. Nous en avons marre de Macky Sall. Il a terminé son mandat, qu'il parte et nous laisse avec notre pays. S'il ne peut pas organiser des élections, nous le ferons sans lui. La vie est chère, rien ne marche ici. Qu'il quitte le pouvoir. Vendredi, le président Macky Sall a accordé sa première interview depuis l'annonce du report de la présidentielle. Il continue de nier catégoriquement vouloir se maintenir au pouvoir. C'est un tableau qu'on peint, mais qui ne correspond pas à mon profil, qui ne correspond pas à ma personnalité et qui ne correspond pas à la réalité. Je suis pour un processus inclusif, transparent et apaisé qui permette un passage de relais dans la douceur et dans la paix.
L'opposition appelle à amplifier le mouvement de contestation. Une nouvelle manifestation lancée par le collectif de la société civile Arsunou Élections est prévue mardi. Et vous l'avez sans doute compris, ce vendredi, pour la première fois depuis sa décision contestée de repousser les élections, le président sénégalais Macky Sall a accordé une interview dans laquelle il refute les allégations selon lesquelles la décision était inconstitutionnelle. Dans sa première interview depuis l'annonce du report de la présidentielle, le chef d'État sénégalais Macky Sall a défendu sa décision de reporter les élections, alors que de violentes manifestations éclataient à travers le pays. Je suis pour un processus inclusif, transparent et apaisé qui permette un passage de relais dans la douceur et dans la paix. C'est ça qui est le plus important pour notre pays aujourd'hui. Vous avez raison, l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui vit des moments extrêmement difficiles. Ce n'est pas au moment où moi j'ai fini mon terme que je vais m'inventer une nouvelle carrière de dictateur ou de non-démocrate. C'est un tableau qu'on peint, mais qui ne correspond pas à mon profil, qui ne correspond pas à ma personnalité et qui ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est que s'il n'y avait pas eu ces contestations crescendo, malgré les manquements, on aurait pu aller vers les élections. Sall a balayé les allégations selon lesquelles il avait créé une crise constitutionnelle, affirmant que le pays avait besoin de plus de temps pour résoudre les controverses sur la disqualification de certains candidats et un conflit entre le pouvoir législatif et juridique. J'ai estimé que dès lors que l'Assemblée nationale... Le dialogue, pour moi, peut démarrer à tout moment à partir de la semaine prochaine, mais je pense qu'il y a des préalables si nous voulons qu'il soit une réussite. Et parmi ces préalables, c'est d'abord d'établir la confiance entre les acteurs et c'est l'apaisement. Il faut apaiser et aller au dialogue. Donc, peut-être d'ici quelques semaines, 1 ou 2 semaines maximum, si les acteurs l'acceptent, je constate avec beaucoup d'intérêt, de plus en plus d'acteurs qui sont d'accord pour l'idée du dialogue, ça veut dire qu'on peut arriver à quelque chose assez rapidement. Faire son travail. Arrivé au pouvoir en 2012, Macky Sall, qui devait terminer ses 2 mandats le 2 avril, a reporté les élections prévues le 25 février au 15 décembre. Le Parlement sénégalais a voté lundi en faveur de ce report, dans un processus chaotique qui a eu lieu après que les députés de l'opposition ont été expulsés de force de l'hémicycle. Toute autre actualité à présent, en République démocratique du Congo, les affrontements entre le groupe armé du M23 et les forces militaires congolaises ont pris une tournure alarmante. Des milliers de réfugiés fuyant les combats ont afflué vers la ville de Goma, cherchant refuge et sécurité. Le ministre de la Défense s'est rendu sur place pour évaluer la situation. Plus un seul lit de libre dans cet hôpital de Goma. Depuis le début de la semaine, les blessés arrivent par dizaines. Alors qu'elle était sur le point de s'enfuir, une bombe est tombée sur la maison de cette femme. J'étais en train de plier mes bagages et de quitter ma maison pour fuir. Au moment de fermer la porte, j'ai senti quelque chose tomber sur mon bras. J'ai crié à l'aide. Des amis m'ont amené au dispensaire et j'ai ensuite été transféré à Goma. Ils sont des dizaines de milliers à fuir les bombardements à Saké, une ville voisine à 20 km seulement de Goma. Les combats s'intensifient dans le Nord Kivu, en proie depuis 2 ans à la rébellion du M23. Vendredi, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, s'est rendu sur place pour afficher son soutien aux forces armées de la RDC. D'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population. À Saké, qui a vu ici les affres de la guerre, le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas. Jour et nuit, il suit la situation ici. Et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que soit Saké, soit Goma et que ça soit protégé.
L'armée congolaise tente sans grand succès depuis 2 ans de reconquérir les vastes pans de territoire occupés par la rébellion. Le ministre de la Défense n'est resté que quelques heures dans la région. Un passage éclair, critiqué par la population. C'est comme un non-événement parce qu'il était sur place, mais les rebelles n'ont pas cessé effectivement de s'attaquer aux forces régulières. Les autorités ne nous considèrent pas et ne nous prennent pas au sérieux. Il aurait fallu que le VPM de la Défense, effectivement, passe ici un moment suffisant ou prenne des dispositions qui s'imposent. La peur gagne la population alors que les rebelles ne sont plus très loin de Goma. Au moins 150 000 personnes ont fui en une semaine. Plus de la moitié sont des enfants. Et puis la 10e conférence de lutte anti-tabac organisée par l'Organisation mondiale de la santé s'est tenue cette semaine au Panama. Selon l'organisation, plus de 8 millions de personnes meurent chaque année dans le monde à cause du tabac et cette conférence vise à renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le tabagisme. Les détails. Des délégués du monde entier se sont réunis à Panama pour la 10e conférence des parties COP10 à la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Au cours des 20 dernières années, la prévalence du tabagisme chez les adultes a chuté de près de 33%. Malgré ces chiffres positifs, le docteur Adriana Blanco-Marquizo, chef du secrétariat de la Convention cadre de l'OMS, met en garde contre les dangers que représente cette industrie pour l'environnement. Les terres utilisées pour la culture du tabac sont des terres qui ne peuvent pas être rapidement reconvertis pour être réutilisés, car le tabac d'une part est très exigeant en termes de nutriments du sol, mais il nécessite également l'utilisation intensive de pesticides, donc le tabac est vraiment très pollué. En matière de santé publique, le tabagisme reste un défi majeur pour la santé des enfants et des adolescents dans le monde. Blanco se dit préoccupé par la disponibilité croissante de produits nouveaux et émergents à base de nicotine et de tabac pour les jeunes. La consommation de tabac est une dépendance. Le tabac contient de la nicotine qui est un produit très addictif, aussi addictif que les drogues illégales. Et le fait qu'il soit légal ne le rend pas moins addictif. La plupart des fumeurs ont commencé à fumer à l'adolescence, un âge où l'on n'est pas tout à fait prêt à prendre des décisions qui vont nous affecter plus tard. La Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac souligne l'importance des stratégies visant à réduire à la fois la demande et l'offre de tabac. L'Organisation mondiale de la santé estime que 8 millions de personnes meurent chaque année dans le monde à cause du tabagisme. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.